Vous écoutez le libre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis, assisté de Louise. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 24 juillet 2020, de midi à 13h30 et réalisé par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir un historien militaire, un jeune historien militaire, Monsieur Benoît Pillant, auteur de La guerre, la pensée et l'affaire aux éditions Jean-Cyril Godefroy, paru tout fraîchement en mars 2020. Et nous allons traiter du thème suivant, les nécessités de la guerre aujourd'hui. Monsieur Pillant, bonjour. Je suis assisté de Louise. Bonjour Louise. Bonjour Monsieur Pillant. Alors, votre livre, La guerre, la pensée et l'affaire, est préfacé par le colonel Goya. Oui, absolument. Qui est un très célèbre expert militaire. Votre livre me semble faire le tour de tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui pour comprendre la guerre aujourd'hui. Parce qu'en effet, la physionomie de la guerre aujourd'hui comporte plusieurs aspects assez complexes en fait. Et on peut, grâce à des chapitres brefs qui peuvent se lire les uns indépendamment des autres, on peut arriver à parcourir le labyrinthe de la guerre moderne, tel que vous l'exprimez si brillamment. Et effectivement, pensez-vous qu'on assiste d'ailleurs maintenant à un retour du phénomène de la guerre entre États, pas seulement de la guerre terroriste. On le voit de plus en plus, ce retour maintenant. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est vrai que c'est un retour qui est plus visible. Maintenant, la guerre entre États, elle n'avait jamais réellement disparu. Elle s'était peut-être un petit peu estompée, effectivement, dans l'après-guerre froide mais les États faisaient la guerre à d'autres États. Enfin, nous-mêmes, on a fait la guerre à la Serbie, par exemple. Oui. C'est un État. On l'a bombardé. On a fait la guerre à l'Irak, autre État. Enfin, en tout cas, la France, non. Mais je veux dire, les pays occidentaux ont fait la guerre à l'Irak, qui était un État. État dont on peut penser tout le mal qu'on veut, mais qui, malgré tout, c'était un État. Donc, avant que ça devienne une guerre terroriste, la guerre d'Irak était une guerre interétatique. Donc, il y en a eu. Ce qui est nouveau, je dirais, c'est que ces deux formes de guerre se sont rejointes et que vous avez aujourd'hui des États qui luttent entre eux par l'intermédiaire d'organisations terroristes. Alors, je dis c'est nouveau, c'est là aussi, ce qui est nouveau, c'est que c'est redevenu très visible. Ça n'avait jamais réellement disparu. Il y a toujours dans la guerre cette tension entre des formes ou des manifestations nouvelles et en fait de grandes permanences qui sont liées à la permanence des intérêts politiques. Et on voit d'ailleurs le retour d'un certain mercenariat qui s'était éclipsé avec la montée des États-nations en Europe et des armées d'État. Charles VII avait été un grand précurseur pour la constitution d'une armée d'État. Et il s'avère qu'on voit de plus en plus que les grands États recourent pour compléter leur action géopolitique à des entreprises de mercenariat comme Wagner pour la Russie
Ou pour les États-Unis, il y en avait une dont le nom m'échappe là, mais Oh, il y en a eu plusieurs. Il y avait Blackwater qui a défrayé la chronique. Oui, et qui est éclipsée un peu maintenant par une autre. Qui a changé de nom en fait. Ah, voilà, l'entreprise n'a pas disparu, je crois, mais elle a changé de nom précisément pour des questions de communication. Et par exemple, Wagner opère beaucoup en Libye, aux côtés du maréchal Haftar, par exemple. Et donc, on assiste au retour je dirais, d'armées privées agissant pour le compte des États, comme les corsaires du roi agissaient pour le compte du roi. Oui, alors je sais pas si le parallèle est le meilleur, mais c'est vrai qu'on retrouve cette idée d'agents privés qui servent aussi de paravent en réalité. Oui. Qui soit corrige un déficit de l'État. Alors c'est le cas par exemple dans nos États aujourd'hui, on a aussi externalisé certaines fonctions militaires. Alors c'est pas du mercenariat à proprement parler, hein, entendons-nous bien, mais on a externalisé un certain nombre de fonctions militaires parce que l'État ne souhaite plus ou n'est plus en capacité d'assurer certaines des missions qui étaient autrefois considérées comme relevant du régalien. Et puis dans le cas de Wagner, par exemple, ou d'entreprises de cette nature, là, on est dans un paravent, c'est-à-dire qu'on a des États à qui ça permet de s'engager, éventuellement en mettant à disposition des matériels. Pour la Libye, il y a quand même aujourd'hui des avions de combat qui sont déployés. Donc c'est avec des opérateurs incertains et ça permet effectivement à ces États de faire la guerre sans dire qu'ils la font et en restant en deçà d'un niveau d'engagement international qui sinon pourrait ouvrir une crise diplomatique supplémentaire. En l'occurrence pour la Libye, très clairement, si vous aviez des soldats russes d'un côté, des soldats turcs de l'autre, ça poserait un problème. Alors que des soldats turcs d'un côté et Wagner de l'autre, ça garde une certaine distance qui permet d'ouvrir des options diplomatiques. Et alors en même temps, cette riche actualité internationale, on peut dire de plus en plus riche en ce moment, oui, nous a offert le spectacle d'un choc, on peut dire, enfin d'un début de choc, entre notre marine nationale et la marine nationale turque, dans le cadre de l'accomplissement d'une mission de l'OTAN consistant à contrôler le trafic maritime en Méditerranée orientale pour empêcher la livraison à la Libye d'armes dans le cadre d'une résolution de l'ONU et une résolution mise en œuvre par l'OTAN. Et voilà que notre frégate Courbet a reçu par 3 fois un ciblage radar qui prélude normalement à un tir de missile et qui était un ciblage d'intimidation de la part de la marine turque, mais avec cette précision que la Turquie est un allié de la France dans le cadre de l'OTAN. Et la réaction de la France a été de retirer ses bateaux de cette mission. Ce qui est on peut dire, une réaction quand même effectivement à minima. Mais on a vu que Washington n'arbitrait pas et l'état-major de l'OTAN, pas beaucoup non plus. Et qu'il y a une mollesse occidentale vis-à-vis de la Turquie qui me semble hautement coupable. Qu'en pensez-vous ? Alors, il y a deux dimensions, je pense, dans cette affaire. La première, c'est qu'on voit bien que les systèmes d'alliance qui sont issus de l'après-Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide sont en train de s'étioler complètement. Ouais. L'OTAN aujourd'hui est désinvestie par les Américains. D'abord, de manière, je dirais, diplomatique avec Obama et de manière beaucoup moins diplomatique avec l'administration Trump. Les États-Unis, qui sont quand même les sponsors de cette alliance, jouent certains pays de l'OTAN, comme la Pologne, contre d'autres pays de l'OTAN, ou en tout cas mettent en porte-à-faux d'autres pays de l'OTAN, comme l'Allemagne. Ça crée des tensions. Et puis vous avez des États qui sont rentrés, et c'est le cas de la Turquie, dans des logiques de développement de leur puissance propre, et qui, assez habilement d'ailleurs, utilisent l'OTAN, gardent un pied dedans, un pied dehors, un peu comme ils l'ont fait avec l'adhésion à l'Union européenne.
un pied dedans, un pied dehors, ce qui leur permet d'immobiliser leurs adversaires et de mener leur stratégie. Et face à ça, vous avez un État comme la France qui, lui, est face à ce qu'on pourrait dire ses propres contradictions aussi, c'est-à-dire la France s'est engagée, et il répète régulièrement dans la volonté de développer une défense européenne. Nos alliés, à commencer par les Allemands, ont rappelé et rappellent régulièrement que pour eux, la défense européenne passe par l'OTAN. On a réintégré le commandement intégré de l'OTAN sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, voilà que cette alliance dans laquelle on est revenu, qu'on essaye d'utiliser pour négocier quelque chose dans la défense européenne, et ben on se retrouve face à un pays qui s'appelle la Turquie, qui met le désordre. Et en fait, je crois qu'il y a une absence de peut-être de lucidité sur l'état de l'OTAN. Ou en tout cas un refus d'en tirer les conclusions politiques. On aurait été finalement, je pense, beaucoup plus à l'aise en étant dans la situation d'avant 2007, c'est-à-dire dans la situation dans laquelle nous avait mise le général de Gaulle, où nous aussi, nous avions nos marges de manœuvre dans ces cas-là. Le général de Gaulle avait extrait la France de l'OTAN. Et vous pensez donc que c'était une très très bonne décision, et Nicolas Sarkozy a annulé cette très bonne décision, et d'une manière très funeste. Oui, ça a eu plusieurs conséquences funestes. Alors il y avait un calcul derrière qui était de dire tant qu'on est dehors, on ne sera pas partie du débat, on ne fera pas partie des instances de décision, et les décisions qui toucheront à la sécurité de l'Europe se prendront sans nous. Elles se prennent toujours sans nous. Elles se prennent toujours sans nous. Donc oui, effectivement, non, mais le calcul n'était pas forcément bon. Mais il y avait cette idée. Alors c'est assez courant dans la diplomatie française, je trouve, cette façon de tenter d'intégrer des organisations en se disant si on est dedans, on va pouvoir, parce que nous sommes français et que nous sommes très intelligents, y déployer notre brillant esprit et y prendre le pouvoir. Et puis on se rend compte qu'en fait, en face, comme nos intérêts sont mal définis, mais que les intérêts des gens qu'on a en face de nous le sont mieux, on n'arrive pas à grand-chose. Je pense qu'effectivement, même si du point de vue opérationnel, notamment sur la coopération avec les États-Unis et les Britanniques, le retour dans l'OTAN a pu avoir une certaine efficacité. Ouais. Politiquement, c'est un échec. Voilà, c'est ça. Alors l'efficacité, on la voit par exemple dans les opérations dans le Sahel où nous sommes assistés par les avions radars américains. Les capacités logistiques, les capacités de renseignement, beaucoup plus d'ailleurs que par les pays européens. Oui, voilà. Oui. Et c'est quand même ça aussi la triste réalité de la défense européenne. Qui est une chimère, non ? Disons qu'il faudrait peut-être faire bien la différence entre la défense de l'Europe, qui est une nécessité, et la défense européenne, qui est en tout cas aujourd'hui, oui, une chimère et destinée à le rester très certainement, puisque simplement, les États européens n'ont pas exactement les mêmes intérêts. Et on le voit chaque jour, il y a eu un Conseil européen, alors ce n'était pas sur des questions de défense, ces dernières semaines, on a bien vu que vous aviez des États qui, tout en étant dans l'Union européenne, sont en fait pas du tout unis quant à leur vision de l'économie, leur vision du monde, leur vision de leurs intérêts. Et c'est normal, puisque ce sont des États souverains. Et que l'Europe n'est pas une nation. Il n'y a pas de peuple européen, donc il ne peut pas y avoir de défense européenne. Et ça, je pense que plus tôt on l'actera, plus vite on en finira avec des chimères qui nous font perdre beaucoup de temps et surtout beaucoup de puissance et beaucoup d'influence. Oui, et on voit bien pour le Sahel, puisque Paris lance régulièrement des appels aux États européens pour recevoir une aide, pas seulement logistique, mais aussi une aide en matière de troupes de combat opérationnels. Et ça ne vient pas. Il y a quelques instructeurs de diverses nationalités qui essaient un petit peu d'instruire l'armée malienne, etc. Mais
Le sang versé, c'est du sang français en réalité, et puis du sang malien, enfin, et des armées de la région. C'est beaucoup du sang des soldats africains, et heureusement moins du sang français. Mais il faut dire aussi que les efforts pour mettre à niveau les armées africaines qui sont dans le G5, hein, c'est ça ? C'est ça. Oui. Ce sont des efforts pas très couronnés de succès, il faut bien le dire, à part l'armée tchadienne qui a une certaine valeur opérationnelle, les autres n'en ont pas beaucoup. Non, alors après, et sans me prononcer sur ce qui est fait au Sahel, parce que comme je ne suis pas la situation au quotidien, je dirais sans doute des bêtises. En revanche, j'avais suivi ce qui avait été fait en Afghanistan sur la formation de l'armée afghane, et l'échec est de vouloir former des armées qui ne partagent pas les mêmes cultures opérationnelles que nous sur des modèles qui ne sont pas les leurs. Avec notamment, et là c'est des choses très concrètes, on leur impose une lourdeur organisationnelle et une lourdeur logistique et une lourdeur administrative pour laquelle ils n'ont pas les cadres, qui n'apportent pratiquement rien à leur efficacité sur le terrain, qui nous correspondent à nos façons de faire et à nos façons de penser. Alors, c'est probablement moins vrai s'agissant des Français, mais dès que vous faites rentrer l'OTAN, les États-Unis ou l'Union européenne dans la boucle, on rentre sur des processus administratifs extrêmement pesants. Et en fait, on bureaucratise des armées africaines qui, en réalité, ont besoin de cadres de contact, ont besoin de travail d'état-major et aussi de motivation politique. C'est-à-dire qu'on le voyait aussi en Afghanistan, et j'ai le sentiment que c'est la même chose au Sahel. Quand vous avez un État qui est peu légitime, qui est faible, et qui n'a pas la capacité de mobiliser la nation, comment voulez-vous que les soldats se battent brillamment, se battent courageusement ? Ils ont un problème de motivation. D'autant que je me suis laissé dire que parfois les soldes n'arrivent pas. Oui, c'est ça. Voilà, mais ça, c'est quelque chose qu'on voyait dans l'histoire. Le premier problème des armées de l'Ancien Régime en France, c'était la désertion. Et c'était la désertion parce que les soldes n'arrivaient pas, parce que les habits n'étaient pas entretenus, parce que la nourriture n'était pas bonne. Enfin, c'est des choses qu'on a connues. C'est un processus de constitution de l'État qui nous a pris quand même quelques siècles. Et c'est pas étonnant que ces problèmes-là se produisent. Le souci, c'est de penser qu'on va pouvoir, parce qu'on met des formateurs estoniens ou suédois devant des armées africaines, les transformer en soldats européens. Évidemment, c'est absurde. Et il y a aussi le problème de l'assistance aux blessés, aux handicapés, à la suite des blessures de guerre. Louis XIV avait créé l'hôpital des Invalides pour s'occuper d'eux. C'était justement dans le cadre de ce processus de l'édification de la force de l'État, force militaire. Mais c'est très important aussi, ça. Et le soldat malien ou autre handicapé parce qu'il a sauté sur une mine, qu'est-ce qu'il devient, quoi ? Oui, je pense qu'effectivement, les pensions d'invalidité doivent pas être mirobolantes. Mais de manière générale, le problème de ces armées-là, c'est le problème du déficit des États. Du déficit des États africains qui sont dans un état de faiblesse et de sous-développement qui rend très difficile d'avoir des armées. L'alternative, c'est d'avoir des armées qu'on porterait, mais qui deviendraient du coup la matrice de l'État, parce que par nécessité, c'est ce qui se passerait. Évidemment, ça pose d'autres problématiques en termes de démocratie, et c'est aussi des choix qui peuvent être compliqués à assumer. D'ailleurs, on voit que dans le développement des divers États africains et autres, l'armée a toujours joué un rôle de pivot. Et en fait, avec souvent le parti unique. Et c'est un modèle de développement effectivement assez courant. C'est un modèle qui, si on prend l'Égypte, si on prend les pays du Moyen-Orient, ça a souvent été un modèle. Alors, modèle qui a aussi toutes ses limites. Je veux dire, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut développer une sorte de néonacérisme dans les pays d'Afrique. Mais à un moment, les États ne se créent pas par délibération. Et je crois qu'on on atteint aussi les limites au Sahel aujourd'hui. Et ailleurs, dans le monde, on atteint les limites d'une vision libérale extrêmement angélique des choses.
qui s'est développé dans les années 90 et qui est systématiquement battu en brèche par les faits, mais ce qui ne nous empêche pas de continuer à essayer de la promouvoir. Et c'est quand même un constat d'échec, et à commencer par ce qui a été la matrice de cette doctrine, les Balkans, où la situation des États issus de l'éclatement de la Yougoslavie n'est quand même pas excessivement brillante. Il y a des problèmes de corruption qui sont récurrents, il y a des problèmes de démocratie, on voit très bien qu'il y a des tensions qui étaient enterrées qui en fait ressortent, et c'est pas du tout, rien n'est résolu véritablement sur le fond. D'ailleurs, on peut s'interroger sur ce qu'est devenu le droit international public, hein. Je me souviens, moi, que pendant mes études, j'avais appris un certain droit international public, je ne le reconnais plus, là. Les principes d'intervention bafouent souvent les traités de Westphalie de 1648 qui avaient fondé le droit international public moderne. Et alors, il y a le droit d'ingérence qui a été proclamé par l'Occident, qui va à rebours des traités de Westphalie complètement. Oui, mais il y a toujours cette tentation, d'imposer le droit du plus fort pendant une certaine période. Au nom de la morale. C'était nous, mais c'est toujours comme ça. Enfin, c'est toujours comme ça. Les guerres sont rarement déclenchées au nom d'intérêts cyniques, et on trouve toujours une justification morale. Ça fait partie du jeu, ça, si je puis dire. Et là, pour le coup, il faut avoir le minimum de cynisme pour le reconnaître aussi. Ça sert à rien de s'estomaquer sur les justifications morales qu'on donne. Ça fait partie du jeu. Mais oui, il y a eu un moment où en fait on a estimé que dans le moment un peu impérial post-guerre froide, ce moment unipolaire américain, il y avait un ordre international libéral qui correspondait à des principes plutôt moraux que politiques, effectivement, et que comme nous en avions les moyens, nous avions le devoir. Il y a quasiment une injonction de type religieux. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un pays de culture protestante, donc ça a aussi des conséquences sur leur politique étrangère. Et en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et ce qui pose vraiment problème aux promoteurs de cette doctrine-là, c'est que, en fait, non, nous ne sommes plus les plus forts, ou en tout cas, nous sommes de moins en moins les plus forts. Nous nous heurtons à des puissances qui ne sont pas forcément en capacité de nous vaincre, mais sont en capacité de nous résister et de faire monter les enchères, de telle manière que ces interventions au nom de la morale ne sont plus acceptables parce qu'elles commencent à coûter cher. Et elles commencent à produire des résultats de plus en plus incertains, qui prennent de plus en plus longtemps. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour ces doctrines-là, parce que ces guerres-là, menées au nom de la morale, elles n'étaient acceptables par les populations. Et elles n'étaient réellement viables pour les États qu'à condition qu'elles ne coûtent pas grand-chose. Et en plus des Balkans, il y a d'autres exemples, l'Irak, la Libye. La Libye, c'est une catastrophe, majeure dont on est là pour le coup très directement responsable, puisque la France a été assez largement à la manœuvre. C'est un pays qui n'existe plus. Enfin, je veux dire, la Libye, c'est une appellation géographique aujourd'hui. Ça n'a plus de signification politique. Et ça a déverrouillé un flot migratoire vers l'Europe. Et d'ailleurs, les Américains avaient inventé un terme, alors on va faire un anglicisme, le nation building, c'est-à-dire la construction d'une nation, ce qui est une chimère américaine, accréditée par tous les pays d'Europe, avec une rare stupidité tout de même, pendant plusieurs années. On a vu en Irak ce que c'était que la construction d'une nation. On a bousillé l'État-nation bassiste qui tenait très bien debout. Et on a fait un boulevard aux islamistes, et l'Irak est toujours dans un profond désordre, alors que du temps de Saddam Hussein, ça tenait très bien debout. Et les Américains pensaient qu'il suffisait d'abattre un régime pour en installer un autre qui soit démocratique et qui puisse être harmonieux. Et on découvre, si je puis dire, qu'on ne construit pas comme ça un régime politique dans un pays comme celui-là, sauf à passer pour des néocolonialistes, en fait,
installant autoritairement un régime, en fait. Oui. Après, ils ont aussi un manque de, c'est ça. Enfin ça devient une faiblesse stratégique, je pense, majeure pour les sociétés occidentales, et c'est exacerbé aux États-Unis. C'est l'extrême pauvreté de leur culture historique. Et quand je dis ça, c'est même sur leur propre histoire et leur propre expérience passée. Oui. Quand ils ont envahi l'Irak, quand ils ont mis à bas le pouvoir de Saddam Hussein, s'ils avaient regardé la façon dont se sont gérées les après-guerres au Japon et en Allemagne en 1945, ils se seraient rendus compte que ce qu'ont fait les États-Unis à ce moment-là, ça a été quand même de coopter très largement une partie des anciens cadres dirigeants de régimes qui étaient pourtant des régimes extrêmement négativement connoté d'un point de vue moral. Hein. Je veux dire, le régime nazi est quand même pas, quand même peut-être ce qu'on a fait de pire en la matière. Et ils ont quand même, parce qu'il y avait un État à administrer, ils ont récupéré tout un tas de cadres administratifs. Vous avez des députés au Parlement allemand dans les années 50 qui sont d'anciens généraux de l'armée d'Hitler, et ça n'a posé de problème à personne. Alors, on a évité évidemment les personnalités les plus marquées, on a essayé d'éviter les tortionnaires, quoique, mais parce qu'il y avait nécessité d'administrer l'Allemagne, parce qu'il y avait nécessité d'administrer le Japon, ont été maintenus en place un certain nombre de personnes et un certain nombre de structures. Quand ils sont arrivés en Irak, la volonté de débaassiser l'Irak en fait, a surtout permis d'alimenter l'insurrection irakienne en cadre, parce que tous ces fonctionnaires, tous ces officiers qui se retrouvaient du jour au lendemain sans emploi, interdits d'emploi, et mis au banc du nouvel Irak, et évidemment ils sont rentrés en résistance. C'est assez logique. Et donc en fait tout ça a été mené avec idéologie et pas du tout avec pragmatisme. Et indépendamment des justifications de l'invasion de l'Irak, ils s'y sont surtout pris comme des manches, pour être très clair. Oui, et c'est là où d'ailleurs il y a une régression quand même par rapport au droit international public issu des traités de Westphalie quand même, puisque vous savez que les traités de Westphalie en 1648 mettaient un terme à 30 ans de guerre de religion. Tout à fait. Et installaient le principe qu'on n'allait pas exercer un droit d'ingérence dans d'autres États pour des questions religieuses à l'époque. Et aujourd'hui, la religion, c'est les droits de l'homme, et à rebours des traités de Westphalie, on prétend les installer partout. Alors effectivement, c'est le masque d'intérêt autre, géopolitique, économique, etc. Mais néanmoins, un masque qui a pris une importance énorme. Oui, et puis vous avez tout à fait raison en parlant de quasi-religion. Il y en a une autre qui est en train de monter, c'est l'écologisme. Oui. Il y a eu il y a quelques mois un article en France qui est paru d'un chercheur qui posait la question de savoir, c'était au moment des incendies de l'Amazonie au Brésil, s'il ne fallait pas développer un droit d'ingérence écologique. Ouais. On voit très vite que ça peut nous amener dans des catastrophes, mais on est dans des logiques, je suis d'accord, de type religieux, et le problème c'est que quand ce sont ces logiques-là qui s'imposent, oui, il y a toujours des intérêts, bien sûr, il y a toujours des gens qui vont arriver à déployer leurs intérêts, mais il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on peut aussi faire des guerres pour des motifs qui sont à l'encontre de nos intérêts, mais qui sont au nom de la défense, d'une religion, d'une idéologie. Et ça, c'est un vrai problème. La Libye, c'est un exemple. Je ne suis pas certain que les intérêts de la France soient sortis grandis de l'affaire libyenne. Je n'ai pas l'impression que les entreprises françaises se soient fait des milliards en Libye. Je n'ai pas l'impression que l'Europe ait vraiment bénéficié de la chute du régime de Kadhafi. On peut dire que c'est une décision les plus stupides des annales de la politique étrangère française depuis. En tout cas, depuis 1945, oui, c'est quand même une des décisions les plus mal avisées qui soit. Oui, quel bel euphémisme. Et alors, chère Louise, nous allons rappeler les références de notre émission et lire aussi les messages. Oui, nous avons un message très intéressant. Vous êtes sur Radio Courtoisie et vous écoutez le Libre Journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis. Son invité aujourd'hui est Benoît Bihan, historien militaire, auteur de l'ouvrage intitulé « La guerre, la pensée et l'affaire »,
paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy tout récemment, en mars 2020. L'émission a pour thème « Les nécessités de la guerre aujourd'hui ». Alors, un message à propos de l'affaire du navire turc. Pourquoi notre navire n'a-t-il pas répondu, voire envoyé un coup de semonce ? Encore une fois, la France de Macron se dégonfle lamentablement et par là même encourage la Turquie dans ses désirs d'invasion. Alors, je pense que là, il faut quand même pas s'imaginer que. Il faut quand même pas s'imaginer que dans une situation comme ça, le coup de semonce, c'est risquer l'escalade et c'est risquer un incident bien plus grave. Donc au contraire, en fait, l'attitude qui consiste à faire preuve de retenue et ensuite de laisser le politique prendre la main, elle est non seulement normale, mais elle demande un courage exceptionnel de la part de l'équipage. C'est difficile de ne pas riposter. Je crois d'ailleurs que le Courbet n'était pas équipé de missiles, il me semble. Si, alors les bateaux comme le Courbet, sont des navires, ce que s'appelle des frégates légères dans la marine française, donc c'est pas des bâtiments qui sont des bâtiments dits de premier rang. Ils ont des missiles. Maintenant, ils pouvaient riposter. Ils pouvaient riposter, mais sauf qu'en fait, vous n'allez pas déclencher ce qui peut dégénérer quand même assez vite en une guerre avec un pays qui en principe est quand même un pays allié de l'OTAN. Enfin, encore une fois, la situation est assez invraisemblable. C'est une situation qui est assez proche de situation de guerre froide où c'est pareil. Enfin, je veux dire, les illuminations radar ou des incidents de ce type, il y en a eu entre bâtiments soviétiques et de l'OTAN pendant la guerre froide. On s'imagine pas à l'époque riposter et déclencher la Troisième Guerre mondiale. Bon, là, c'est un petit peu pareil. On est dans des situations extrêmement complexes, extrêmement tendues. En plus, il n'y avait pas qu'un bateau turc, si j'ai bien compris, sur zone. Il y en avait plusieurs. Oui. Il y avait en revanche un bateau français. L'équilibre des forces n'était pas nécessairement en notre faveur, et puis simplement c'est pas comme ça qu'on agit. Enfin, non, bien sûr, mais effectivement. En revanche, il y a une timidité derrière diplomatique et politique, et c'est ça qui est plus problématique, c'est que c'est la façon dont, même si la France a protesté, la relative timidité de ces protestations ouvre la porte à d'autres actions de ce type, hostiles, peut-être encore plus dangereuses, parce qu'au bout d'un moment, ça finit par devenir dangereux. Imaginez un incident similaire avec des avions, une collision. Vous pouvez avoir des morts. Mais ça va assez vite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des frictions entre les avions grecques et turques, parce que... Ah oui, il y a même eu des combats aériens. Oui, parce que l'aviation turque survole à basse altitude les îles grecques de la mer Égée, en y prenant un malin plaisir, si je peux dire. Et de même que l'espace aérien grec est régulièrement violé par l'aviation turque, de même l'espace maritime grec est régulièrement violé par la marine turque, qui se permet même d'aller faire des forages dans les eaux territoriales grecques pour le gaz qui surabonde dans le sous-sol en Méditerranée orientale. Voilà que la Grèce est elle aussi un membre de l'OTAN, tout comme nous. Oui. Voilà que ce membre de l'OTAN a déjà été est régulièrement bafoué par cet autre membre de l'OTAN qu'est la Turquie. En 1974, l'armée turque a occupé militairement la moitié de Chypre, de l'île de Chypre, qui est dans l'Union européenne. Qui est dans l'Union européenne, absolument. Alors nous avons cette veulerie, on peut dire ça comme ça, de l'Union européenne qui continue à donner des fonds structurels, parce que ce qu'on dit jamais dans les médias du système, c'est que chaque année, la Turquie reçoit un flot d'euros de la part de l'Union européenne, ça s'appelle les fonds structurels, et c'est offert à la Turquie dans le cadre de sa candidature à l'adhésion européenne, qui est officiellement maintenue. Oui, mais là aussi, dans l'état de décomposition de l'ordre international dans lequel on vit, parce que c'est vraiment ça la situation à laquelle on assiste, toutes les anciennes...
tout devient permis et plus rien n'a de sens. C'est-à-dire que les mots n'ont plus de sens, les concepts perdent de leur valeur et on peut très bien le lundi être candidat à l'adhésion à l'Union européenne, le mardi faire un chantage au flot migratoire à cette même Union européenne, récupérer effectivement le mercredi et les fonds structurels et d'autres aides comme produits des 2 premiers, et puis avant la fin de la semaine avoir illuminé une frégate française théoriquement alliée dans le cadre d'un incident. Et effectivement, ça c'est juste l'état du monde dans lequel on vit. C'est aussi l'état d'une Europe qui, pour gérer ces conflits-là, s'est appuyée pendant extrêmement longtemps sur les États-Unis, puisque les conflits entre Grecs et Turcs, il y en a depuis avant la création de l'OTAN, mais ils ne se sont jamais arrêtés en réalité. En pleine guerre froide, vous aviez des conflits entre Grecs et Turcs assez violents, parfois avec des incidents, effectivement, des ouvertures de feu. Mais vous aviez un hégémone, qui était Washington, qui intervenait pour calmer le jeu et stabiliser d'une façon ou d'une autre la région. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Les États-Unis ne jouent plus ce rôle-là. Et le problème, c'est que les Européens ne savent pas le jouer. Et on se retrouve, et c'est quand même ça aussi l'échec, alors là c'est un échec mais dramatique, de toute la soi-disant construction européenne, c'est que dans les années 90, on s'est fait humilier par les États-Unis sur l'affaire yougoslave, sur les Balkans, en se montrant absolument incapable de gérer un pays qui est quand même pas une grande puissance à nos portes, et en ayant besoin d'aller demander l'appui des États-Unis pour ça. Et là, on a exactement le même problème et on en est exactement au même niveau. Nous n'avons pas les moyens de défendre et même d'intervenir de manière efficace à nos propres frontières dès qu'on a en face de nous une puissance qui se tient un petit peu. Et le problème, c'est que les États-Unis, ils s'intéressent de moins en moins. Oui, ils se tournent vers le Pacifique et ils se désintéressent de plus en plus de l'Europe, donc... Chère Louise, il y a d'autres messages, je crois. Non, c'était le seul. De ce que j'ai vu. Ah bon, d'accord. C'était le seul. D'accord. Et donc, ça pose la question, évidemment, des efforts budgétaires consacrés à la défense, évidemment. Parce que quand on parle de moyens, on parle de moyens financiers, tout d'abord. Absolument. Et on est quand même, en Europe et en France, dans des efforts trop limités sur le plan budgétaire. Oui, l'Europe a ce site paradoxal que c'est l'un des continents où il y a des entreprises de défense parmi les meilleures du monde. Oui. Il y a une base industrielle qui est d'un niveau tellement bon que tout le monde achète nos matériels, sauf nous. Et on a une industrie qui est structurellement aujourd'hui, et c'est des choix et des arbitrages qui ont été pris dans les années 90, elle est structurellement dépendante de l'exportation pour rester viable. Ce qui, évidemment, et on le voit bien dans la situation, tout le monde parle du retour du protectionnisme, mais le protectionnisme dans la défense, ça consiste en fait à investir le minimum possible et à demander aux entreprises françaises d'exporter et d'aller vendre des armements à l'international pour équilibrer leurs comptes, tout simplement. Je ne dis pas que le pari est mauvais, je ne dis évidemment pas qu'il ne faut pas exporter d'armes, puisque ça participe d'une diplomatie et ça participe de la diplomatie d'une grande puissance. En revanche, ce qui est certain, c'est que on peut pas avoir les ambitions qu'on continue d'avoir et ne pas aligner les ressources et les moyens qui vont en parallèle. Et il faudrait quel pourcentage du PIB à votre avis ? Là, c'est pas le bon mode de calcul en fait dans l'absolu, puisque alors l'OTAN aujourd'hui parle de minimum 2% du PIB, mais en réalité tout dépend du modèle d'armée que vous voulez avoir. Il y a des pays qui ont des modèles d'armée de défense territoriale, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas largement de l'Allemagne en réalité, c'est le cas de la Pologne,
ce sont des modèles où vous n'allez pas investir la même chose que des pays comme la France ou le Royaume-Uni qui ont des modèles plutôt dits expéditionnaires, c'est-à-dire que nous, on souhaite pouvoir intervenir loin de nos frontières. Donc nous, il nous faudrait 3%. Nous, il nous faudrait... alors si on veut, c'est oui, bien sûr, mais c'est le niveau de... En fait, c'est le niveau de PIB qu'on défendait dans les années 70-80. Hein. Et la France n'était pas appauvrie pour autant. J'ajoute qu'en plus, ça crée des emplois en France. Parce qu'il y a les effets économiques en cascade. Oui. Et il faut voir une chose. Les États-Unis qu'on présente comme un pays libéral en économie. Ça dépend beaucoup sur quoi. Mais voilà, c'est un pays très keynésien, dans la mesure où l'énorme budget de la défense américaine, c'est combien de milliards de dollars par an? C'est entre 7 et 800 milliards, oui. ça change d'année en année, mais on est dans ces ordres de grandeur. Trump, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a rallongé de 67 milliards ce budget, et à peu près de 800 milliards. Bon, vous imaginez il va certainement être appelé à fortement se contracter dans les années qui viennent. Enfin, vous voyez l'effet en cascade sur la sous-traitance. Bien sûr. Alors après, il faut comparer ce qui est comparable aussi, dans la mesure où aux États-Unis, $1 investi, c'est $1 investi d'une manière relativement inefficiente. En France, on a, je trouve, un retour sur... Enfin, c'est pas du tout cocardier de ma part, mais je trouve qu'on a un retour sur investissement qui est globalement meilleur pour l'euro investi. On n'a pas forcément besoin de dépenser des centaines de milliards pour avoir une armée d'excellente qualité et avec des matériels de qualité. Parce que aussi, on est peut-être un peu moins amoureux du dernier gadget technologique à la mode que nos camarades américains. Après, les 3% de PIB, encore une fois, tout dépend pour quoi faire. Si on n'a pas plus de stratégie, si on n'a pas plus de diplomatie, si on n'a pas plus de politique étrangère qu'on en a aujourd'hui, on pourrait bien avoir 12 porte-avions. Je ne vois pas très bien à quoi ça nous servirait. Oui. C'est une question de rapport entre des ambitions et des objectifs. Oui. Et après, on met les moyens. Et c'est là où on peut... nourrir une certaine nostalgie du général de Gaulle, peut-être. On vit toujours, le modèle d'armée français, mais comme la politique étrangère de la France, on vit sur la fin de l'ère du paquebot gaulien, si je puis dire, qui nous a laissé un édifice d'une grande cohérence. Alors, dans le domaine de la défense, notamment, c'est la dissuasion nucléaire, à commencer par ça. Heureusement que nous l'avons, ça. Hein. Heureusement que nous l'avons, d'abord parce que ça a sans doute permis d'éviter un effondrement encore pire des capacités militaires françaises, parce que ça nous donne un statut international sans lequel on aurait quand même beaucoup de mal à faire entendre la voix de la France, même si c'est déjà devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et c'est ce qui permet de conserver un modèle d'armée complet et cohérent. En revanche, le modèle gaulien, l'édifice gaulien, il a un demi-siècle. On ne peut pas vivre éternellement sur les acquis des années 1960. Ce n'est pas possible. Et alors là, ça pose le problème de la définition de la menace. Parce que elle est protéiforme, la menace, aujourd'hui. Pour la France, j'entends. Hein. Nous nous fondons avant tout sur un point de vue français. Il y a à la fois la menace islamiste, terroriste, il y a les possibles menaces interétatiques. La Turquie, peut-être un jour, peut entrer en collision avec la France. Hein. Tout à fait. Et puis, dans le concert des nations, il y a la montée d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Et au milieu de tout ça, il y a une Russie qui devrait être notre allié naturel et qui ne peut pas l'être, parce que nous sommes les vassaux des Américains et qui n'en veulent pas. C'est un échiquier complexe. Oui, c'est un échiquier complexe. Alors j'ajouterais une autre menace, même si c'est pas une menace qui s'incarne forcément dans une puissance ou dans un acteur. C'est la menace de notre effacement de la scène internationale. La voix de la France est de moins en moins audible au plan international. La diplomatie française s'est quand même caractérisée ces 10 ou 15 dernières années par une extrême incohérence.
Et puis, en rentrant dans le rang, d'une certaine manière, dans le rang des pays occidentaux, en se réalignant de manière beaucoup plus manifeste derrière les États-Unis, comme vous le mentionniez, on a perdu cette singularité française d'une voix qui n'était pas une voix non occidentale. Je veux dire, il n'y a jamais eu d'ambiguïté, à commencer par chez le général de Gaulle, sur le fait que la France est un pays d'Europe de l'Ouest et d'ailleurs, quand de Gaulle quitte l'OTAN, il ne quitte pas l'Alliance Atlantique, c'est important de le mentionner. Oui. Mais on savait parler pour nous, en notre nom propre, et pas forcément avoir les opinions qu'on nous dictait d'avoir. La dernière fois que ça s'est produit, ça a été au moment de l'invasion de l'Irak, où on a eu heureusement un sursaut qui fait que nous n'y sommes pas allés, mais ça s'est vite atténué derrière. On n'en tire aucun bénéfice, c'est même plutôt le contraire. Et ce risque d'effacement qui va de pair avec le délitement de notre outil militaire, qui va de pair avec le fait qu'on n'a jamais fermé autant d'ambassades de France que depuis le début des années 2000. On avait le premier quasiment réseau diplomatique du monde. C'est un réseau qui se fera supplanter par le réseau allemand si ça continue. Et je n'ai rien contre le fait que l'Allemagne ouvre des ambassades, mais je trouve ça triste que la France en ferme. Parce que soit on est une puissance mondiale, c'est-à-dire qui considère que l'ensemble des affaires du monde l'intéresse, et on a une chance d'avoir un destin favorable dans le monde qui vient, soit on veut se replier comme une petite péninsule de l'extrémité de l'Europe de l'Ouest, et je pense qu'on va devenir très vite une grosse Belgique. Et le Royaume-Uni semble avoir suivi un peu ce funeste chemin aussi. Oui, alors ils essayent manifestement d'inverser la tendance, mais eux sont face à une contradiction entre le retour d'une vision un petit peu néo-churchillienne de leur diplomatie, et puis le fait que chez eux c'est vraiment Bercy qui a gagné la guerre des budgets, et que les finances publiques britanniques sont quand même caractérisées par des plans d'austérité à répétition. Et que ce que deux guerres mondiales n'auront pas réussi à faire, les financiers de la couronne vont réussir à le faire, c'est-à-dire couler la Royal Navy, détruire la Royal Air Force et mettre fin à plusieurs siècles de puissance militaire et internationale du Royaume-Uni. Et ça, pour nous, c'est dramatique, parce que c'est le seul pays en Europe avec lequel on peut travailler. Par exemple, ce qu'a fait Margaret Thatcher avec sa guerre des Malouines, la marine et l'aviation britannique ne pourraient plus le faire aujourd'hui, en fait. Alors, une partie de leurs moyens sont supérieurs à ce qu'ils étaient à l'époque, mais sur les Malouines, ce qu'il faut quand même jamais oublier, c'est que si les Argentins avaient attendu 2 ans, les Britanniques auraient eu beaucoup plus de mal à reprendre les Malouines, parce que Margaret Thatcher, déjà à l'époque, mais il ne faut pas oublier que c'est la première ministre néolibérale du Royaume-Uni, eh bien, elle était engagée dans un plan d'austérité, de réduction drastique des budgets de l'État de manière générale, c'est-à-dire qu'elle fermait des hôpitaux, elle fermait des casernes, elle fermait des services publics. Et la guerre des Malouines a donné une espèce de sursaut, parce qu'il n'était évidemment pas envisageable de continuer à baisser le budget de la défense après les Malouines qui avaient un peu sauvé Margaret Thatcher. On pourra commencer par ça, parce que politiquement, elle n'était quand même pas extrêmement populaire avant les Malouines. Mais ils ont attendu un peu et ils ont recommencé. Enfin, je veux dire, après la fin de la guerre froide, ils ont recommencé. Et chez nous, nous avons les mêmes individus qui ont la même vision de l'État et la même vision du monde, et qui sont toujours prêts à sortir le couteau de la coupe budgétaire derrière leur dos. Et ça c'est la vision à la fois néolibérale et, je dirais, d'une oligarchie mondialiste qui pense encore plus ou moins que le sens de l'histoire, c'est le gouvernement mondial, et que l'État-nation est un archaïsme, une survivance qu'il faut plus ou moins dissoudre dans le projet mondialiste du gouvernement planétaire. Et je dirais que en gros, c'est la vision d'Attali, c'est la vision de Minck, c'est une philosophie politique qui est qui a triomphé, si on peut dire, dans les années 90, qui commence maintenant à reculer devant certaines évidences,
Mais nos élites intellectuelles universitaires sont immergées là-dedans. Qu'à voir le professeur Badi à Sciences Po, par exemple. C'est quand même un paradigme, lui, de la pensée lunaire. Il y a aussi le fait que les gens que vous venez de citer sont des gens qui se prononcent sur ces questions-là depuis combien de temps maintenant ? 40 ans ? 45 ans ? Je pense qu'ils commencent peut-être à être un peu en décalage avec les réalités du monde. Mais au-delà de ça, je crois qu'effectivement, dans les années 90, tout le monde y a cru un petit peu, à cette utopie-là. Tout le monde y a cru. Et puis, c'est difficile de revenir de ces illusions. Sauf quelques esprits visionnaires, soigneusement tenus à l'écart des médias du système. Ceux-là n'avaient pas de voix au chapitre dans les médias. C'est toujours difficile d'avoir raison contre tout le monde. Voilà. Ce qui est certain, c'est que on voit bien aujourd'hui le grand écart sémantique et pratique auquel sont confrontés des gens qui défendent d'un côté effectivement le multilatéralisme, le gouvernement mondial ou en tout cas une forme de je dirais de paix libérale universelle alors que les conditions sont manifestement impossibles, enfin qu'il est impossible d'envisager que ça puisse se produire un jour, et puis qui en même temps sont contraints face aux réalités de temps en temps se remettre à parler de souveraineté. Alors elle n'est jamais totalement nationale, il faut qu'elle soit aussi européenne, mais on voit bien qu'ils font de plus en plus le grand écart. Oui. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui les modèles d'armée, pour revenir à ça, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et les modèles d'intervention internationale. Ça dépend justement des analyses qu'on peut faire. Ça dépend des analyses qu'on peut faire. Sur la désignation de l'ennemi, notamment. Ça dépend des analyses qu'on peut faire. Et on a beaucoup poussé des armées de police internationale, avec un mélange entre ce qu'on pourrait appeler une police néocoloniale et une diplomatie de la canonnière avec un petit peu plus de moyens. Bon, évidemment. Et la religion des droits de l'homme. Le soldat de la paix. Le soldat de la paix, c'est ça, le soldat de la paix. Bon, ce modèle-là, il est malheureusement pas mort et enterré, mais il est quand même confronté à son échec sur le terrain de manière systématique depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans. Et puis surtout, en face, on a d'autres puissances, des nouvelles puissances. Alors vous parliez de la Chine, il faut parler de l'Inde aussi. Il faut parler de pays dont on entend moins parler, mais parce qu'ils sont plus loin, mais dont la politique de puissance est manifeste. Je pense à la Corée, qui évidemment est ralentie par la question de sa réunification, mais qui a une réelle politique de puissance. Parler de la Corée du Sud ou... La Corée du Sud, absolument, et qui a une industrie florissante, elle, oui. avec un modèle en fait qui était très proche du modèle français gaullien. Eux, oui, bon, ils ont plutôt copié le modèle japonais. Mais les Japonais nous avaient copié. Donc, voilà, le mythe a imité le ministère de l'Industrie japonais est extrêmement encadrant, si je peux dire. Absolument. Et donc ces pays-là, oui, c'est une forme de colbertisme, absolument. Tous ces pays développent des stratégies de puissance. Oui. Et nous, aujourd'hui, la question, c'est si on continue sur la trajectoire d'impuissance dans laquelle on s'est mis volontairement et effectivement par idéologie, comme vous le mentionniez, il va arriver un jour où on ne sera plus invité aux réunions, tout simplement, et que alors qu'il va falloir un jour ou l'autre redéfinir un ordre international parce que le monde ne pourra pas vivre sans, soit on veut avoir voix au chapitre, soit pas. Mais c'est ça le choix auquel on est confronté aujourd'hui. Oui. D'autres messages, chers. Alors, il y a plusieurs messages. Il y en a un à propos du Mali. Et justement, à propos du Mali, je voulais vous faire une remarque. La population malienne a manifesté son hostilité envers la présence des soldats français. Oui, une partie. Il y a eu des manifestations, effectivement. Alors, je suis pas spécialiste des questions africaines, mais j'ai cru comprendre que la rue en Afrique est très souvent instrumentalisée
Et les pouvoirs, d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un rappel à l'ordre, si je puis dire, français de ce point de vue-là, mais les pouvoirs locaux aiment bien blâmer les Français pour leur propre faillite et puis demander de l'aide d'un autre côté. Donc il y a eu effectivement des manifestations. Après, il y a toujours quelque chose de ténu entre être une armée de libération et devenir une armée d'occupation. Et ce, d'autant plus quand le comportement des armées africaines, dont l'armée malienne, est loin d'être exemplaire, parce qu'en fait, il y a aussi des conflits internes, ethniques, politiques. Et du coup, si on est associé à ça, même involontairement, ça pose forcément problème. Alors, à propos du Mali, pardon, le message d'une auditrice. On marche sur la tête, ne trouvez-vous pas? Nous sommes endettés comme jamais et on envoie nos jeunes se faire tuer au Mali. Mais quelle est la raison qui nous amène au Mali? Merci, messieurs. La raison immédiate, ça a été l'effondrement total de l'armée et de l'État malien face aux djihadistes en 2013 qui a déclenché l'opération Serval, qui a permis, si nous n'y étions pas allés, le Mali serait un État islamiste. Le Mali serait tombé, le Mali serait tombé aux mains des islamistes. La raison pour laquelle on y reste, c'est parce que quand vous prenez en main un problème, vous devenez responsable du problème d'une façon assez simple, et que, encore une fois, il n'y a personne d'autre pour faire ce travail. C'est-à-dire qu'on a essayé, on en a parlé tout à l'heure, d'appeler nos partenaires européens à l'aide. Bon, on s'est quand même heurté à une extrême timidité de leur part. Évidemment, les États du G5 Sahel sont des États assez fragiles, assez faibles, qui ne peuvent pas se défendre sans notre appui. Et puis, il y a la problématique migratoire, c'est-à-dire que si la région bascule dans un état avec effectivement une version locale de l'État islamique, des massacres, une répression, on peut imaginer des déplacements de population considérables qui vont arriver en Europe. Donc il y a quand même aussi cet élément-là qui est à prendre en compte. D'où l'inconséquence des autres États d'Europe qui nous laissent. L'inconséquence, en fait, ils sont bien contents qu'on fasse le travail. Ils voient pas pourquoi je veux dire, tant qu'on le fait. Tant qu'on n'exige pas, en fait, voilà. Oui. C'est toujours pareil. Encore une fois, c'est quand vous prenez un problème en main, vous devenez responsable du problème. Après, c'est toujours possible d'appeler à l'aide, mais c'est au bon vouloir des gens. Non, le vrai souci, c'est que la stratégie militaire dans laquelle on est aujourd'hui au Sahel est une stratégie qui suppose un engagement dans la très longue durée, parce que en fait, aucun des problèmes qui a provoqué l'opération Serval n'est durablement résolu. Ça pose la question de est-ce que l'opinion française va effectivement durablement accepter que ces soldats soient déployés en Afrique. Alors, Dieu merci, aujourd'hui, il y a eu peu de tués. Mais si on voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec les engagements en Irak et en Afghanistan, où ils ont eu quand même plusieurs centaines de morts, à un moment, l'opinion s'en est émue, et on peut imaginer que le pourrissement continu de la situation avec le déplacement des brigades internationales du djihad qui pourraient venir du Proche-Orient par la Libye sur le Sahel, ça peut durcir la situation. La stratégie actuelle est très fragile. Il n'est pas interdit de penser qu'un changement de pouvoir politique demain en France pourrait la remettre en cause, et sans que le problème de fond n'ait été résolu. Et puis il y a la fragilité des États, encore une fois, sur lesquels on s'appuie, qui reste. Au Mali, aujourd'hui, la situation politique est assez compliquée. Le président est contesté, il n'est pas du tout dit qu'il gagne les élections. Il y a aussi le fait que pour reconstruire le Mali, on a fait appel à des donateurs, que parmi ces donateurs, vous avez quand même les pays du Golfe,
qui sont venus avec d'autres islamistes, hein, et que en fait aujourd'hui vous avez quand même plus d'écoles coraniques à Bamako que dans le nord du Mali. Donc à un moment il y a aussi les ambiguïtés d'une politique de stabilisation qui en fait n'affronte jamais de front un certain nombre de problèmes, dont celui de l'islamisation de cette région-là. Voilà. Et car une islamisation, il y a dans cette région. Et il y a d'autres messages. On s'identifie peut-être, Laurent ? Comment ? On s'identifie ? Oui, vous avez raison. Donc Louise, vous êtes sur Radio Courtoisie à l'écoute du libre journal de la crise dirigé par Laurent-Arthur Duplessis, qui a pour invité Benoît Billan, historien militaire, auteur de La guerre, la pensée et l'affaire, ouvrage paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy en mars 2020. Thème de l'émission, les nécessités de la guerre aujourd'hui. Alors, il y a 2 messages à propos du rôle des Américains dans tous ces conflits. Alors, une auditrice. Je vous remercie pour votre excellente émission. Derrière l'agression turque se trouvent les États-Unis, en Libye et en Syrie, dans laquelle l'armée américaine, avec l'armée turque, occupe illégalement une partie de la région de Idlib et des champs de pétrole de la Syrie, avec notamment les Turcs, avec leurs alliés islamistes, qui brûlent les champs agricoles et expulsent dans certaines localités les habitants syriens pour y installer soit des Turcs, soit des islamistes étrangers. D'autre part, une guerre se prépare entre la Grèce et la Turquie, car cette dernière entreprend des prospections pétrolières et gazières dans les eaux territoriales grecques. La Grèce a mis en état d'alerte sa marine. Avec tous mes remerciements. Alors, question riche. Oui. Beaucoup de choses. Et merci, chère auditrice, pour votre compliment. Beaucoup de choses. Alors, effectivement, les États-Unis sont présents militairement toujours dans le nord de la Syrie. La relation entre les États-Unis et la Turquie est quand même aussi caractérisée par une grande ambiguïté aujourd'hui, puisque il faut se rappeler que quand il y a eu la tentative de putsch qui a échoué contre le président turc Erdogan, celui-ci a quand même accusé les États-Unis d'être derrière le putsch. Il a en soutenant Fethullah Gülen, oui, c'est ça, qui est exilé aux États-Unis, en soutenant cet opposant qui est exilé aux États-Unis, absolument. Et puis aussi parce que les liens entre l'armée américaine, qui a une grande base à Incirlik en Turquie, et puis l'armée turque sont évidemment importants. Et en même temps, il a aussi du coup acheté des systèmes russes anti-aériens S-400 qui ont fait que la Turquie s'est retrouvée exclue du programme F-35 alors qu'elle devait en assurer une partie de la production. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'essentiellement essayer de couper les liens en fait entre la Turquie et la Russie pour éviter il y a une partie de billard à plusieurs bandes qui se joue, où les Russes évidemment jouent la division, et c'est assez normal, entre la Turquie et les États-Unis. Les États-Unis essayent de faire la même chose et les Turcs au milieu sont un peu maîtres du jeu et distribuent les bons et les mauvais points en s'alliant tantôt à l'un. Ça a été le cas effectivement avec les Russes à un moment. C'est le cas maintenant peut-être davantage avec les Américains dans le nord de la Syrie. Quand dans le même temps où ils achètent des missiles russes, aujourd'hui en Libye, Russes et Turcs s'opposent en soutenant pas du tout le même camp. Donc c'est une situation très complexe. La Grèce est aussi un pays qui, alors faut quand même pas négliger en Grèce. C'est un pays, on l'oublie un petit peu, mais qui est dans une situation économique qui est catastrophique grâce à l'Union européenne quand même. Je veux dire, faut peut-être pas l'oublier, qu'on a mis dans un état de pauvreté et de crise sociale et humaine. Tragique, avec un renouveau de l'immigration grecque quand même. Enfin, je veux dire, faut imaginer la violence, une espérance de vie qui diminue.
il est évident que dans ces circonstances-là, avec des gouvernements qui sont en fait à peu près impotents pour le reste de leurs affaires, eh bien la tentation du nationalisme et l'ennemi turc est aussi bien commode. Donc ça arrange un peu tout le monde aussi de jouer cette stratégie-là. Les Turcs peuvent mobiliser contre les Grecs qui sont un ennemi traditionnel. Les Turcs et les Grecs peuvent chacun jouer sur leur nationalisme. Les États-Unis jouent une partie contre la Russie par Turquie intermédiaire. Au milieu de ça, il y a évidemment ces pauvres Kurdes qui sont quand même avec lesquels on a été alliés et qui ont lutté à nos côtés contre l'État islamique et qu'on a absolument laissé tomber face à la Turquie. Et que pensez-vous justement de la stratégie américaine alors que Washington désigne Pékin tout de même maintenant comme l'adversaire numéro 1? Oui, de manière très, très claire et sans ambiguïté, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Voilà. Et comment se fait-il qu'en même temps, Washington continue à désigner Moscou comme aussi un ennemi? Parce que vous savez ce que disait Bismarck, hein, quand on est trois, il faut être l'un des deux. Hein. Oui. Et en fait, vous savez que Brzezinski, qui a été le conseiller de Carter et puis de plusieurs présidents démocrates, a écrit après la fin de la guerre froide, avait un grand projet qui était d'ancrer la Russie fermement dans le camp occidental pour encercler la Chine. Il avait compris et il avait abandonné les vieilles lunes. Et je pense que le caractère extrêmement virulent de la politique américaine à l'égard de la Russie, c'est lié en fait au fait qu'ils ont acté l'échec de ce projet-là. C'est-à-dire que oui, mais c'est eux-mêmes qui ont... Non, mais c'est de leur faute. Alors là, tout à fait. Alors là, c'est indéniable. C'est-à-dire que mais c'est toujours comme ça. De la même manière qu'ils sont d'autant plus virulents avec la Chine que les États-Unis rêvent de la Chine depuis la fin du 19e siècle et que vous avez depuis la fin du 19e siècle des écrits. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, il y a énormément de missionnaires américains en Chine qui vont christianiser la Chine. Ça pose d'ailleurs des problèmes dans la politique intérieure chinoise parce que ça déstabilise un certain nombre de régions. Et ça va jouer un rôle important dans l'opposition entre les États-Unis et le Japon dans les années 30. Et il y a quand même cette idée que la Chine est la future grande démocratie, c'est-à-dire c'est les États-Unis d'Asie en fait. Bon, eh bien, dans les années 90, avec l'ouverture de la Chine au commerce international et puis l'effacement de Tiananmen, ça revient. Ça revient dans la foulée des intérêts économiques américains, mais les Américains savent toujours très bien marier leurs intérêts et leurs idées et leurs idéaux. Et aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, à quoi ils se confrontent, qu'en fait, les Chinois n'ont pas tellement l'intention de devenir américains, en fait, qu'ils ont bien l'intention de rester chinois, qu'ils ont bien l'intention de penser et d'agir par eux-mêmes comme une grande puissance, et que, fatalement, cette grande puissance va s'opposer sur un certain nombre d'intérêts aux États-Unis. Et remettre en cause l'hégémonie américaine dans le Pacifique, qui était incontestée depuis 1945, puisque personne n'était en mesure de le faire. Et donc, la violence du discours américain est à la hauteur de la désillusion américaine. Et c'est toujours comme ça. Et pour la Russie, c'est pareil. Oui, mais alors justement, ne pensez-vous pas que ce qui empêche Washington d'arrimer la Russie au camp occidental pour encercler la Chine, ce que proposait Brzezinski sur le tard? Sur le tard, parce qu'il a quand même été d'une russophobie virulente pendant toute une partie de sa carrière. Un bon Polonais catholique terrorisé par les Russes. Voilà. C'est ça. Mais l'intérêt de Washington... Alors, évidemment, est-ce que la hantise de Washington n'est pas que si Washington fait la paix avec Moscou, du même coup, évidemment, les complémentarités économiques entre l'Europe de l'Ouest et la Russie vont pouvoir se donner libre cours. C'est bien qu'il y aura un ensemble de relations économiques et financières entre l'Europe occidentale et la Russie qui aura du même coup vocation à donner à cet ensemble une prééminence parce qu'effectivement une alliance entre l'énergie des Russes, pétrole-gaz, et le marché
européens et puis le savoir-faire de 500 millions d'Européens. C'est un danger pour l'économie américaine. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme le disait le général de Gaulle, c'est une puissance économique, culturelle, diplomatique, si un jour elle s'entend, qui sera colossale, bien sûr. Oui. Mais en fait, je ne sais pas, parce que moi, l'impression que j'ai de plus en plus, c'est pas du tout l'impression que les Américains raisonnent de cette manière-là. L'impression que j'ai, c'est l'impression d'un pays qui a tellement dilapidé son capital intellectuel que en fait ils sont un peu dans le même état que nous, sauf qu'eux ont encore les moyens de la puissance, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils vont. C'est un colosse avec un cerveau de crocodile. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et il faut pas on parlait de Brzezinski avant lui, et côté républicain, il y avait Kissinger. Tous ces gens-là, qui sont beaucoup des immigrés européens, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est une génération qui a disparu. Je veux dire, Mike Pompeo, c'est pas Allen Dulles, hein. Sont pas les grands diplomates américains de la guerre froide. Cette génération-là, elle a disparu avec la fin de la guerre froide, et elle a été remplacée par une génération qui, encore une fois, n'a pas de culture historique, a très peu de compétences stratégiques. C'est formé intellectuellement dans l'idée que les États-Unis étaient la seule puissance mondiale, et puis là ils se retrouvent confrontés à un monde qui leur échappe, qu'ils ne comprennent pas, et c'est extrêmement dangereux en fait. Les États-Unis sont un pays dangereux à cause de ça, parce que ils ont de moins en moins de maîtrise du monde qui les entoure. C'est-à-dire ils ne comprennent pas en fait. Et ils sont dangereux parce qu'ils ont en même temps le premier appareil militaire du monde, il est gigantesque, et ils peuvent tenter de s'en servir à tort et à travers. Oui, ils l'ont fait d'ailleurs, hein. Je veux dire, l'invasion de l'Irak est un bon exemple. En Libye, ils étaient quand même aussi là. En Syrie, ils ne s'en sont pas servis avec un brio incontestable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand on regarde ce qu'ils essayent de développer aujourd'hui en Asie, on se rend compte qu'effectivement, ils rajoutent en partie au problème aussi, puisqu'ils sont vraiment rentrés dans une logique de confrontation militaire. Après, ils ont un appareil qui reste le premier du monde, qui est colossal, qui, des yeux européens, notamment de militaires européens appauvris par des décennies d'austérité, semble incroyable. Mais en fait, c'est un appareil qui est dans un état de plus en plus lamentable. Les taux de disponibilité sont catastrophiques. Ils ont une usure à tous les niveaux. Ils ont des fleurons technologiques supposés comme le F-35 qui ne fonctionnent pas. Aucun des nouveaux programmes d'armement américains ne fonctionne. C'est-à-dire ils ont tous des déboires répétés. Ils sont tous hors budget. Ça leur coûte un argent phénoménal pour des résultats opérationnels qui sont de plus en plus faibles. Ils ont une grande difficulté à remettre en cause leur modèle militaire, et ils commencent à ressembler... Si j'étais méchant, je dirais qu'ils commencent à ressembler à ce que devait être l'armée soviétique à la fin des années 60. C'est-à-dire, c'est pas encore l'armée de Brejnev, c'est pas encore celle de Gorbatchev, mais ils en prennent le chemin. C'est un appareil qui est extrêmement sclérosé, l'appareil militaire américain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux. Je veux dire, pour un adversaire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant. Mais son efficacité militaire est condamnée à aller en s'amoindrissant s'ils ne se remettent pas complètement en cause. Et là, d'un point de vue technologique. Hein. Technologique, stratégique, tactique, oui. D'un point de vue de la façon dont ils conçoivent leurs opérations militaires, et effectivement la forme et des matériels qu'ils achètent. Et le problème, c'est qu'ils nous ont imposé leur modèle militaire. Ils nous ont imposé leur manière de penser la guerre, ils nous ont imposé leur manière de penser la technologie militaire, et que les programmes d'armement européens contemporains, alors que ce n'était pas nécessairement le cas avant, s'alignent sur les modèles américains, et j'ai envie de dire les modes américaines, parce que c'est un peu ça. Ils nous ont complètement... Et ça c'est aussi pour le coup, c'est aussi un résultat extrêmement négatif du retour dans l'OTAN. Rentrer dans l'OTAN, c'est otaniser les doctrines, c'est otaniser les pensées. C'est pas seulement otaniser les procédures ou mettre en place des interfaces technologiques. Non, c'est otaniser les esprits. Et ça, c'est dramatique, parce que otaniser les esprits, ça veut dire américaniser les esprits. Or,
nous ne sommes pas américains. Nous ne pouvons pas penser comme eux. Et puis surtout, nous ne pouvons pas penser comme eux alors que leur propre modèle est un modèle en crise. Et pendant ce temps, par évolution et différenciation, l'armée russe qui a repris de l'efficacité sous la houlette de Poutine, du coup, remonte en quelque sorte en partie le handicap qu'elle avait vis-à-vis de l'armée américaine par son côté musclé, réactif, qui a été prouvé d'ailleurs au Moyen-Orient. Oui, elle vise pas ces deux outils militaires qui sont très différents l'un de l'autre et qui n'ont pas du tout les mêmes finalités. D'abord, il ne faut pas oublier que l'armée américaine est une armée qui est depuis 1945 déployée sur quasiment le monde entier. Et donc, ça suppose une infrastructure logistique qui est extrêmement lourde, très onéreuse. Et des moyens militaires qui, à chaque fois qu'ils vont quelque part, doivent traverser un océan. La Russie a reconstruit une armée d'abord pour défendre son territoire et aller intervenir dans ce que les Russes appellent leur étranger proche. L'Ukraine, jusqu'à la Syrie. Ils commencent à se redoter de moyens pour aller plus loin, avec la limite que leurs capacités financières ne suivront pas, donc ils pourront pas non plus se projeter, contrairement à la Chine, par exemple, qui elle a des ambitions de projection mondiale un peu à l'égal des Américains, mais qui a les moyens de ses ambitions. C'est pas le cas des Russes. Et donc oui, l'armée russe a récupéré une certaine efficacité. Elle est surtout devenue une armée capable d'entraver les mouvements américains. On l'a bien vu en Syrie, où le fait de déployer des troupes russes et notamment des moyens de défense aérienne a considérablement entravé la liberté d'action des États-Unis et de l'OTAN. Et alors, il y a aussi la propagande russe, mais je crois qu'elle a un certain fondement sur les armes nouvelles. Oui, les armes nouvelles. Alors, il y a les armes hypersoniques, il y a un certain nombre de les armes spatiales, il y a un certain nombre de technologies où les Russes, ont simplement ressuscité des programmes qui dataient de la fin de la période soviétique, pour l'essentiel. Simplement, qui à l'époque s'étaient heurtés soit à des difficultés techniques, soit des problèmes de ressources, soit l'URSS étant effondrée avait été interrompue, qu'ils ont remis au goût du jour. Il y a deux dimensions dans ces armes nouvelles. Il y a une dimension de chercher des technologies de contournement des forces de l'adversaire. Le cas des armes hypersoniques en est un. Qui ont une réalité. Donc. Qui ont une réalité, puis tout le monde s'y est mis. Je veux dire, c'est ce qui est une preuve de succès, c'est que en fait les Russes ont beaucoup communiqué dessus, mais tout le monde en fait lance des programmes d'armes hypersoniques, sauf les Européens qui sont un peu à la retraîne là-dessus. Mais à leur suite en fait. À leur suite, mais là c'est pareil, ils ont ressuscité des programmes. C'est-à-dire qu'il y a en fait c'est un champ de la course aux armements qui a été rouvert par l'initiative russe. Et puis après, il y a une autre dimension qui est une dimension déclarative, qui est une dimension où certaines de ces armes-là ne sont pas forcément opérantes, mais servent à la fois à l'intérieur du pays à montrer les muscles, et puis à l'extérieur à montrer les muscles aussi. Oui, tout à fait. Et à intimider. Alors, il y a d'autres messages. Nous avons 10 minutes encore. Oui, il y a un message d'une auditrice qui me permet d'enchaîner avec votre marque sur Bismarck. Oui. Excellente émission. Merci. À propos des rapports entre la force et les lois, je vous soumets cette pensée sans doute apocryphe de Mao. Les lois sortent de la bouche des canons. Bismarck n'aurait pas dit mieux. Oui. La force prime le droit, disait Bismarck, et voilà. Et puis d'autres messages peut-être, parce que le temps nous est compté maintenant. Alors là, ça nous amène loin. Une auditrice, en France, nous avons aussi des problèmes avec les islamistes, avec les attentats, en France et en Europe. Et si on s'occupait de la France et de l'Europe avant de s'ingérer dans un pays? Alors, ça, c'est peut-être un thème d'une autre émission. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. En fait, je pense que c'est surtout une fausse alternative, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'un côté de l'ingérence et de l'autre côté du repli. On a
La frontière, elle est aussi au Sahel, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme je le disais. Enfin, les enjeux au Sahel, ils sont effectivement la lutte contre le terrorisme. Ils sont aussi des enjeux migratoires. Ils sont des enjeux autour de trafics divers et variés, parce qu'il y a un certain nombre des routes du trafic de drogue qui passent par ces régions-là, par exemple. On ne peut pas. Enfin, il y a une illusion du repli sur soi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question de combien de temps aussi l'opinion va soutenir ce type d'intervention, dans la mesure où effectivement à l'intérieur de la France les choses vont mal. Oui. Et que assez légitimement les gens ont d'abord envie qu'on s'occupe de ce qu'il y a en bas de chez eux plutôt que ce qu'il y a de l'autre côté de l'océan. Ce n'est pas une alternative, c'est-à-dire que si on délaisse le monde, vous savez, alors là je vais paraphraser, je crois que ça doit être Trotsky, mais c'est pas parce que on s'intéresse plus au monde que le monde va arrêter de s'intéresser à nous. C'est-à-dire la guerre, il disait, c'est pas parce que vous vous intéressez pas à la guerre que la guerre ne va pas s'intéresser à vous. C'est ça, mais ça revient à ça en fait. Oui. Ça revient à ça. Parce que il y a un enjeu qu'on souligne pas souvent sur les opérations au Mali, au Sahel. C'est que si les États sahéliens tombent entre les mains des islamistes, après, ce que feront les islamistes, ce sont des coups de boutoir contre les États maghrébins pour les déstabiliser. Il y a notamment la question de l'avenir de l'Algérie qui est clairement qui est dans notre horizon, et une Algérie islamiste. Voilà. Parce que l'enjeu, après bien sûr, c'est ça, mais c'est évident. Enfin, et la Tunisie aussi. La Tunisie. Oui, mais alors disons que la Tunisie, ça serait très problématique. Ça serait moins dangereux. Les moyens à la disposition de l'Algérie ne sont quand même pas les mêmes. L'appareil d'État algérien aux mains des islamistes, alors là, ce serait un gros danger. Le problème s'est posé avec l'Égypte après les printemps arabes. Je veux dire, l'épisode de la présidence Morsi, ça s'est clairement posé. La Libye a un avenir incertain, mais bon, la Libye n'a pas un appareil d'État extrêmement solide, donc c'est moins. Mais c'est vrai que l'analogie Égypte-Algérie. Mais Égypte-Algérie, c'est ce sont les deux grandes puissances nord-africaines sinon il y a le Maroc, mais qui est plus stable. Le Maroc est plus stable, quoique avec une Algérie islamiste, il serait sans doute assez fragile. Mais c'est bien sûr, c'est ça la question qui se pose, et c'est aussi ces raisonnements-là que tiennent les islamistes, puisqu'il ne faut pas croire, ils ont aussi une stratégie. Mais plus largement aussi, il y a la question du devenir des États en Afrique et de la construction de l'État en Afrique. Ce à quoi on est en train d'assister aussi, et là où notre stratégie trouve ses limites, c'est dans la défense de formes d'État qui sont les formes d'État issues de la décolonisation, qui ne sont pas forcément celles qui sont pérennes dans l'espace africain. Et la question, c'est comment on évite que les nouveaux États, ou en tout cas l'État sous une forme stabilisée qui apparaîtra en Afrique au XXIe siècle, ne soit pas islamiste. Et c'est ça la question. Oh oui, c'est une question centrale. Et alors, effectivement, nous parlions des impératifs divers d'une armée moderne, tactique, technologique, etc. Quid en Europe et en France des évolutions en ce qui concerne l'informatique qui joue un rôle si important et de plus en plus important dans les questions de défense et de guerre aujourd'hui. La 5G, par exemple. Oui, alors c'est tout le champ de ce qu'on a appelé dans les années 90 les nouvelles technologies d'information et de communication, qui sont juste les technologies d'information et de communication. C'est un point sur lequel la France a su garder un certain nombre d'atouts, notamment dans le domaine des télécommunications militaires. Après, aujourd'hui, ces technologies qui sont duales, c'est-à-dire à la fois civiles et militaires. L'investissement est souvent d'origine civile. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ces technologies-là ont toute une origine militaire. Internet, c'est militaire. Les technologies que vous avez dans votre smartphone aujourd'hui sont quasiment toutes issues de programmes de recherche et développement militaires. Huawei a des liens, les Américains ne manquent pas de le rappeler régulièrement, assez étroits avec l'armée chinoise, puisque le fondateur de Huawei est un ancien militaire chinois. Ces technologies-là et la concurrence technologique et la guerre économique qui va avec
sont évidemment des nouveaux champs des nouveaux champs. Ce sont des champs qui deviennent extrêmement prégnants de la compétition stratégique entre les nations. Point sur lequel, en Europe, on s'est désarmé volontairement parce que l'Union européenne a un dogme qui est le libre concurrence et le marché libre, qui fait qu'on s'est mis dans l'incapacité non seulement de faire émerger des champions mondiaux sur ces domaines-là, ce qui n'est pas, c'est pas juste pour le plaisir de faire concurrence avec les autres, c'est simplement que si nous n'avons pas, on va se faire imposer des technologies et des règles. Et ça commence avec la 5G. Ça commence avec la 5G, c'est là que je voulais en venir. Mais non seulement ça nous empêche de développer des champions, mais en plus ça nous empêche de sauver ceux qu'on a. Ce qui est en train de se passer sur la 5G, c'est pas du tout le fait qu'on refuse une technologie chinoise pour développer nos propres outils. Non, c'est que les États-Unis, dont on était largement dépendant pour les générations précédentes de télécommunications, nous imposent qu'on continue à être dépendant d'eux et pas de la Chine pour la 5G. Mais l'alternative, c'est qu'arrive aussi de là. Oui, mais ils n'ont pas trop la 5G, les Américains. Alors, non. C'est pour ça qu'ils sont aussi virulents, c'est qu'en fait les Chinois leur ont quand même un petit peu brûlé la politesse sur cette question-là, autant que je sache. Encore une fois, je suis pas expert en télécom, mais effectivement Huawei a vraiment pris un coup d'avance. Et en Europe, il y a Nokia, Ericsson qui pourraient très bien faire de la 5G. Oui, mais c'est pareil. On n'a pas forcément investi dans ces capacités-là. Et puis, nombre d'entreprises européennes, ça c'est aussi un vrai frein à l'émergence d'une Europe réellement indépendante. Il ne faut pas oublier que nombre d'entreprises européennes, et on le voit encore régulièrement dans l'actualité s'agissant d'entreprises françaises, sont en fait pénétrées par des capitaux américains. Et que la puissance financière des fonds américains et la politique d'achat de technologies en rachetant des entreprises pour en capter les technologies qui est systématique, s'agissant des Américains. Les chaudières d'Alstom. Les chaudières Alstom, mais avant ça, la vente d'Alcatel, c'est pas du tout nouveau, c'est pas du tout nouveau comme attitude. Là aussi, on s'est complètement désarmé face à ça. Et puis on est tellement, alors. La dette est puisqu'on est endetté, puisqu'on est pauvre, puis puisqu'on n'a plus d'industrie, on est en fait prêt à se vendre pour avoir des capitaux, étrangers. Alors les capitaux américains sont pas mieux que les capitaux chinois. À la fin, c'est du pillage. On se fait piller. Eh bien, cher Benoît Billon, ce sera le mot de la fin. Je vous rappelle. C'est pas le mot le plus optimiste qu'on puisse imaginer, mais. Je vous rappelle, chers auditeurs de Radio Courtoisie, le titre de l'excellent livre de Benoît Billon, c'est « La guerre, la pensée et l'affaire ». C'est paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy en mars dernier. C'est préfacé par l'excellent colonel Goya et c'est patronné par un excellent directeur de collection, Jean-Yves Rougeron. Pierre-Yves Rougeron, qui est président fondateur du Cercle Aristote et qui est un vivier, ce Cercle Aristote, de pensée qu'on pourrait qualifier de souverainiste. Oui. Et donc, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous conseille vivement la lecture de ce livre très très bien écrit et très fluide, qui permet de bien comprendre tous les enjeux de la guerre d'aujourd'hui et de demain. Et certes, ça n'incite pas trop à l'optimisme pour l'instant, mais il faut d'abord regarder la vérité en face pour ensuite redresser le pays. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À bientôt. Vous venez d'entendre le libre journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis, assisté de Louise, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 24 juillet 2020 de midi à 13h30 et réalisé par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative.
Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.